Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, avec notre site internet évidemment lcp.fr, notre partenaire leJDD.fr, hashtag sévère. Ça, c'est pour les tweetos, c'est la nouvelle émission de la rentrée, la première émission de la rentrée. Je remercie tous ceux qui ont tweeté, qui nous ont écrit sur Facebook, qui ont laissé des messages sur notre site pour dire mais quand reprend l'émission Ça vous regarde, ça nous a beaucoup touché. Voilà, nous sommes en direct et nous serons en direct chaque soir, du lundi au vendredi, à partir de 19h30 pour ceux qui regardent notre première diffusion en direct et puis rediffusée à 23h30 pour ceux qui, bien sûr, auraient manqué cette diffusion de 19h30. C'est 55 minutes de débat, d'informations parlementaires, politiques. Évidemment, ce soir, nous allons parler avec nos invités, mes 4 invités qui sont déjà là, eh bien des migrants, de cette crise des migrants, de ce drame humanitaire, de la politique européenne, de la politique française d'accueil. C'est un débat évidemment sensible et on y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, dans le reste de l'actualité, eh bien François Hollande, le président de la République, organisait un comité interministériel à Vesoul, 12 ministres pour se pencher sur la ruralité, avec en point de mire évidemment les élections régionales. Le président a voulu montrer qu'il n'oubliait pas ces zones rurales et n'entendait pas laisser partir ces électeurs qui vivent un sentiment d'abandon, des électeurs partir au Front National. Et puis la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a annoncé que la redevance audiovisuelle augmentera en 2016 de 1 € et la taxe payée par les fournisseurs d'accès à Internet, elle augmentera de 30% pour financer la télévision et la radio publique, ce qui a suscité la colère d'ailleurs de ces grandes entreprises d'Internet. En revanche, la ministre a exclu le rétablissement de la publicité sur les chaînes publiques après 20h, qui avait été, souvenez-vous, supprimée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et puis ces images de violence, elles nous viennent d'Israël, quelques heures avant la célébration du Nouvel An juif. De violents heurts ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées. Des juifs avaient été autorisés à se rendre sur cette esplanade. Ça a entraîné des violences entre musulmans et forces spéciales israéliennes. Plusieurs blessés et une réaction vive de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il a expliqué que la mosquée Al-Aqsa et les lieux saints sont, dit-il, une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà la réaction de Mahmoud Abbas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place au débat, place à l'actualité. Elle est brûlante à propos de cette crise des migrants, crise des réfugiés. On en parle tout de suite dans le débat. Voilà, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Débat de Ça vous regarde comme chaque soir, avec notre partenaire lcp.fr, évidemment, leJDD.fr, vous connaissez évidemment notre adresse, avec beaucoup de votants ce soir d'ailleurs à la question qui a été posée aux internautes du JDD. On y reviendra bien sûr. Hashtag sévère, vous le savez, vous pouvez tweeter pendant notre émission. Et on essaiera bien sûr de réagir à ces tweets venus de ceux qui nous regardent. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. C'est la première émission de la rentrée. On sera ensemble chaque soir, du lundi au vendredi à partir de 19h30. Rediffusion 23h30. On parle de cette crise des migrants, crise des réfugiés. Il y avait une réunion extraordinaire aujourd'hui des ministres de l'Intérieur à Bruxelles. On y reviendra dans quelques instants. Avec un débat européen, un débat français. On l'aura ce soir sur ce plateau. Puis on parlera de l'Allemagne. Elle avait ouvert grand ses bras et puis elle a réinstauré un contrôle aux frontières. C'est un sujet évidemment sensible. Que peut faire la France? On parlera de générosité, puis on parlera aussi des réticences des Français à accueillir ces migrants. On va y revenir évidemment dans quelques instants avec nos 4 invités pour cette première émission. Je suis ravi de les accueillir sur ce plateau. Je vous présente le sénateur maire socialiste d'Alfortville, Luc Carvounas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un sénateur de l'Essonne, du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Vous faites partie de ces maires qui avaient dit moi je suis je réponds présent dans les premiers. On y reviendra avec vous. Vous êtes très critique à l'égard de la droite, à l'égard d'un certain nombre d'élus, dont Nicolas Sarkozy. Merci d'être avec nous. Guillaume Larrivé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de Lyon, secrétaire national en charge de l'immigration. Si je ne me trompe pas, mercredi, les Républicains organisent une matinée pour parler de l'immigration. J'imagine qu'il sera aussi question de cette question des réfugiés et des migrants. On y reviendra, la droite qui ne parle pas d'une seule voix d'ailleurs sur ce dossier. Oui, je pense qu'elle a une ligne très claire que je vais exposer. Que vous allez exposer dans quelques instants. Marilyn Baumard, bonsoir. Journaliste au quotidien Le Monde. Vous suivez donc ces migrants, mais pas seulement. Vous suivez aussi l'action gouvernementale. Vous avez d'ailleurs signé un papier dans les colonnes du Monde sur la mobilisation des préfets et puis de cet homme qui a été nommé là pour justement gérer cette situation complexe. Il ira au contact des maires pour concrètement trouver des places d'accueil. Merci d'être avec nous. Puis enfin, Claire Rodier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste au groupe d'information et de soutien aux immigrants
Magré, le GISTI, fondatrice du réseau Migre Europe. Et puis ces 2 livres, parce qu'ils sont au cœur du sujet évidemment. Atlas des migrants en Europe, chez Armand Collin, c'est un livre collectif. Et Xénophobie Business, édition La Découverte. Voilà pour ces 2 livres. J'aimerais vous faire entendre, parce que c'était une réunion évidemment en urgence extraordinaire des ministres de l'Intérieur et de la Justice européens, parce que évidemment il y a un vrai débat. L'Allemagne, il y a une semaine, avait ouvert grand ses bras, la voilà débordée, et il faut réagir sur le plan européen. Écoutez ce qu'a dit Bernard Cazeneuve à l'issue de cette réunion. Pas sûr d'ailleurs qu'un accord soit trouvé ce soir sur cette question ultra sensible. Écoutez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Nous avons souhaité, avec Thomas de Maizière, avec lesquels nous sommes en contact permanent, nous travaillons constamment ensemble, que le texte de la présidence et de la commission soit complété, de telle sorte à ce qu'il y ait un accord qui repose sur un équilibre entre humanité et responsabilité qui permette de maîtriser la situation actuelle, sans quoi nous ne pourrons pas assurer la soutenabilité de l'accueil des réfugiés, ce qui est le souhait de la France et de l'Allemagne, c'est un accueil digne. Et nous devons le faire dans l'urgence parce que les drames humanitaires nous incitent à agir avec rapidité. C'est de notre responsabilité à la fois politique et morale. Alors, c'est notre première émission, c'est vrai qu'il faut se réhabituer comme ça au langage des hommes politiques dans un discours comme ça un peu grand écart. Il faut à la fois gérer l'humanitaire tout en étant dans la fermeté. Qu'est-ce qu'il veut dire, le ministre, ce soir de l'Intérieur? Quelle est la position de la France sur ce sujet? La position de la France a été très claire, par la voix du président de la République comme du Premier ministre, et aussi par la voix du parti majoritaire qui gouverne ce pays, le Parti socialiste. Nous souhaitons créer un réseau de villes solidaires. Nous sommes en 2015. C'était l'année, et c'est l'année encore, des commémorations du génocide des Arméniens. La France, en son temps, s'est honorée d'accueillir des familles réfugiées qui fuyaient les exactions. Nous sommes dans cette tradition aujourd'hui française. Nous sommes dans cette histoire. Vous le disiez, je suis maire d'Alfortville. Pourquoi j'ai répondu présent comme président d'office HLM en gelant 5 appartements? Et parce que ces personnes sont en danger de mort. Que mes administrés avec qui j'ai discuté... Pas de problème, vous dites qu'il n'y a pas de souci sur le marché. J'ai eu 2 retours sur 47 000 habitants. Et j'ai expliqué à ces personnes, oui, vous avez peut-être une difficulté pour trouver un nouveau, plus grand logement, mais on va la regarder, cette difficulté. Pour autant, aujourd'hui, il y a un devoir. C'est le sens de nos valeurs, c'est le sens de nos responsabilités. Valeurs de gauche ou valeurs républicaines? C'est le sens de nos valeurs républicaines, de l'histoire de ce pays, de l'histoire de France, dans sa tradition d'accueil, d'accueillir des réfugiés qui sont encore une fois en danger de mort. C'est l'histoire de ma commune, qui a 130 ans, que l'on appelle la Petite Arménie. Voilà. Et c'est aussi mon histoire personnelle. Je suis issu de la 2e génération où mes grands-parents paternels ont quitté l'Asie mineure face à la pression des Turcs. Donc cette tradition française, elle est ancrée dans notre ADN. Il faut être à ce rendez-vous historique. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, j'en arrêterai là, au Parlement européen, c'est aussi dans le discours de Juncker le retour du fait politique dans la vie et dans la construction de cette Europe. Débat politique, parce que c'est vrai qu'il y a un débat un peu technocratique qui va s'installer sur la répartition du nombre de réfugiés. Guillaume Larrivé, puisqu'on est au cœur du sujet, fait un élu, les Républicains. Moi, j'entends Luc Carvounas qui dit finalement, il y a une partie de Français, d'élus qui tournent le dos, non pas aux valeurs de gauche, mais aux valeurs républicaines. Vous leur tournez le dos, vous, à ces valeurs, lorsque vous prenez position sur un certain nombre de faits, sur ces réfugiés, ou pas? Écoutez, moi je pense qu'il faut essayer d'éviter les leçons de morale, les postures des professeurs de vertu. Il faut être très concret. La France aujourd'hui, le continent européen, mais la France, on peut parler au nom de la France, nous sommes élus par les Français. La France aujourd'hui, elle doit faire face à un véritable défi. Et ce défi, il a un nom, c'est une sorte de chaos migratoire. Voilà, il suffit de regarder la réalité telle qu'elle est. Vous avez des discours électoralistes et infondés. Milliers Vos chiffres, de c'est quoi? personnes, 100 000, on annonce 1 million déjà. De milliers. Attendez, Monsieur Carvounas, avant d'entrer dans une petite polémique mais vous connaissez le nombre essayons. Oui, pardonnez-moi. Donnez-moi le nombre de demandeurs de droit d'asile en 2013, 2014 et 2015. Attendez, mais je vais vous le donner. Vous savez absolument, vous n'avez pas de leçon à me donner, cher monsieur le sénateur. Dites-moi, monsieur le député. Je vais faire le raisonnement, monsieur le sénateur. Nous avons des flux migratoires, il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, qui se dirigent vers le continent européen. Ces flux migratoires, comment les recevoir? En ayant les idées claires. Il y a un certain nombre de personnes qui sont des victimes de l'islamisme radical, c'est-à-dire des victimes de Daesh, qui fuient la zone irako-syrienne, qui connaît les troubles, les désordres absolument terribles. Il y a des assassinats, il y a des meurtres. Ok. C'est une situation qu'il faut regarder en face et à laquelle il faut apporter des réponses d'ordre
militaire, opérationnel, diplomatique. Ouais, et puis, bientôt, il y a aussi parmi ces personnes un certain nombre de personnes qui ne sont pas en réalité... qui viendraient se mélanger. Il y a aussi des migrants qui viennent d'ailleurs, des migrants qui viennent de la Corne de l'Afrique. Il y a aussi un certain nombre de migrants qui viennent de cette zone du Proche-Orient et qui ne sont pas des réfugiés. Et tout le défi, en réalité, qui est posé à la France et à l'Union européenne, c'est à la fois, certes, de rester fidèle à un certain nombre de principes, bien sûr, principes... Vous dites principe, vous ne dites pas valeur. Principes, valeurs... Non, mais c'est important. Oui. Ouais. Le droit positif, pardonnez d'employer cette expression un peu technique, mais grosso modo, nos principes et nos lois. Mais aussi, naturellement, les utiliser en étant conformes à l'intérêt de l'Europe, à l'intérêt des Français. Qu'est-ce qui vous choque et dans donc, ce que dit Luc Carmounas ? pour être un peu plus précis, moi je ne souhaite pas, contrairement au Parti socialiste, qu'on s'engage dans une logique qui en réalité consiste à accueillir de manière indifférenciée des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes supplémentaires. Je crois profondément que notre devoir, c'est à la fois de refuser au fond ce que j'appelle l'immigrationnisme de ceux qui voudraient accueillir tout le monde et la brutalité de ceux qui ne voudraient accueillir personne. Vous allez répondre Luc Carmounas, mais Claire Rodier et Marilyn Beaumard, juste ce petit tweet avec 36 000 communes, si chacun accueillait une seule famille, il n'y aurait pas de problème. C'est vrai qu'on a 36 000 communes, dont beaucoup de toutes petites communes. Je voulais simplement vous dire, évidemment, et je ne les ai pas oubliés parce que je les ai présentés, je pensais à eux, les sentinelles citoyennes, qui sont les citoyens qui sont connectés. Il y aura Gaston et Alexandre, ils sont devant leur webcam, je les salue, et ils nous feront partager aussi leurs ressentis. Peut-être n'auront-ils pas le même point de vue sur le sujet. Marilyn Beaumard, on vient d'entendre Bernard Cazeneuve, qui est dans un discours comme ça, sorti d'une réunion un peu compliquée, où l'accord n'est pas facile à trouver. La Hongrie ferme ses frontières, la Slovénie n'est pas d'accord, les Allemands ont ouvert grand et referment aujourd'hui. On s'achemine vers quoi concrètement sur le plan européen et sur le débat politique qui est en train de s'ouvrir sur le plateau? On va vers quoi là? Alors déjà, sur le débat politique, on n'est pas dans un chaos et des hordes de migrants qui franchiraient les chiffres, Marilyn Beaumard, les chiffres du HCR, ils sont simples, 4 000 à peu près entrées, 4-5 000 entrées en Europe chaque jour. Pour revenir sur ce que disait... Chaque jour. Oui, avec 54 000 migrants à la frontière serbe, 54 000 en Grèce, qui sont là en attente pour être ensuite répartis en Europe, ce qui fait un peu plus de 100 000. On n'est pas dans une situation exceptionnelle en ce moment. En Turquie. On n'est pas dans un chaos. J'ai pas dit qu'on n'était pas dans une situation exceptionnelle et qu'on n'était pas, mais on n'est pas dans un chaos. Si les 27 chefs d'État et de gouvernement doivent se réunir en urgence, il n'y a pas de situation exceptionnelle aujourd'hui. Non, mais vous dites qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle. Moi, je dis qu'il n'y a pas de chaos. Il y a une situation exceptionnelle. Il n'y a pas de chaos. Est-ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait un chaos migratoire, sur le fait qu'il n'y aurait pas que des réfugiés dans les groupe de personnes qui entrent en Europe. Des islamistes se seraient cachés. J'ai posé la question. Alors, j'ai posé la question. Oui, et puis quand M. Larrivé dit qu'il n'y a pas que des réfugiés, ça veut dire qu'il y a aussi des migrants économiques. J'ai demandé au HR il y a 2 jours combien est-ce qu'il y avait, quel pourcentage il y avait de migrants économiques et quel pourcentage il y avait de réfugiés. Alors, quand on dit réfugiés, ça veut dire de gens qui peuvent décemment prétendre à obtenir le statut, tout à fait, le statut de réfugié. Pour le HCR, aujourd'hui, l'entrée principale en Europe, qui passe par la Grèce, aurait, dans les groupes de personnes qui passent par là, 90% de personnes pouvant prétendre au statut de réfugié. Sur la fameuse route centrale de la Méditerranée, celle qui était empruntée, celle qui part de Libye, 50-50. Dit le HR, toujours. Un complément technique donc, que je partage. Le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Pascal Brice, que vous connaissez, mais tous les spectateurs n'étant pas les spécialistes du monde ou des associations autour de cette table, je me permets de citer son nom. Le directeur général de l'OFPRA indiquait aux maires réunis par le ministre de l'Intérieur samedi matin que un petit tiers des demandeurs actuels vers l'OFPRA, vers la France, un petit tiers ont vocation, d'après donc l'administration française d'aujourd'hui, à être reconnus comme réfugiés. Ce qui veut dire que Monsieur Larrivé, j'étais samedi matin à cette réunion, il n'a pas dit ça. Il a dit aujourd'hui, et en 2014, 28% des personnes qui ont déposé une demande d'asile ont obtenu le statut. Ce qui veut dire que 72% sont déboutés. On n'est pas sur les... Oui, mais on n'est pas sur les gens qui arrivent en ce moment et qui auront à 100% ou à 94% le statut, puisque c'est ce qui se passe pour les Syriens. J'ai une question. Vous êtes une experte, le Gisti, vous êtes une juriste. C'est vrai qu'il y a un débat qui va se poser dans les jours qui viennent, parce qu'il y aura ce débat à l'Assemblée mercredi sur la question de l'accueil, sur des débats techniques, et le Sénat aura aussi son débat. C'est vrai qu'on sent une inquiétude chez les Français, on entend des mots forts, on entend le chaos, on voit des images terribles de gens qui se pressent aux portes de l'Europe, qui arrivent. Est-ce qu'on est dans une situation
historiquement nouvelle, Claire Rodier, en matière de flux migratoires? Non, je crois qu'il y a une grosse responsabilité à utiliser des mots comme chaos migratoire, puisque notre histoire, et même l'histoire de la France, si on ne remonte pas si longtemps que ça, a connu et a fait face à des arrivées qu'on qualifie aujourd'hui de massives ou de chaotiques. Je pense simplement dans les dernières 20 ans, on a déjà connu ce type de situation. Au départ des Kosovars, avant on a eu en 92 l'ex-Yougoslavie, c'était de l'ordre de 700 à 1 million de personnes. Bon, on a beaucoup évoqué les boat people, la France a su accueillir en 2 temps 3 mouvements et dans l'enthousiasme. Vous dites ça parce que c'est pas le cas aujourd'hui? 160 000 personnes. Claire Rodier, vous dites ça parce que c'est pas le cas aujourd'hui? Vous avez le sentiment que c'est plus compliqué là, la façon dont les institutions, dont l'État... Bien sûr, je pense qu'il y a un discours qui est destiné à faire peur et qui malheureusement marche sur certaines couches de la population, qui est extrêmement préjudiciable d'abord à nos valeurs, comme on dit, mais aussi au respect du droit. Et je voudrais juste, par exemple, pour donner un exemple de cette façon dont on peut présenter les choses, ce que vous venez de dire à propos de l'OFPRA et des demandes d'asile, il s'agit de personnes qui demandent l'asile en France. Aujourd'hui, l'essentiel des Syriens qui veulent venir en France n'obtiennent pas de visa. Pourquoi? Parce que la France leur refuse en considérant qu'ils représentent un risque migratoire, alors que ce sont des personnes qui ont vocation à obtenir le statut de réfugié. Alors bien sûr, on peut jouer sur les chiffres, mais il faut quand même dire qu'on n'est pas dans un chaos migratoire. On est face à une crise. Le mot chaos a choqué. On est face à une crise humanitaire qui concerne toute l'Europe et pour laquelle il y a aucune raison que l'Europe regardez juste cette image. Avant d'entendre François Hollande, qui lui aussi est intervenu à Vesoul, pas pour parler de ruralité, mais aussi s'exprimer sur cette question. Regardez ces images il y a quelques jours, il y a une semaine. C'est vrai que ces images sont arrivées à l'antenne. C'est patron, président d'un Länder et des habitants allemands qui accueillent un aéroport en applaudissant ces migrants, en les accueillant en bras ouverts, avec une image incroyable de solidarité. 6 milliards débloqués par l'Allemagne pour venir en aide à ces migrants. Et puis c'est vrai que Munich, ce soir, dit on ne peut plus accueillir, nos centres sont vraiment totalement débordés. Luc Carvounas, c'était un peu la question de ce soir. Est-ce qu'on est encore le pays des droits de l'homme? Moi, j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde que les bus de l'OFPRA dont on vient de parler, qui sont à Munich, qui doivent faire venir 1000 migrants en France, parce que c'est... Les migrants ne veulent pas monter dans le bus. Les bus sont vides. Ils ne veulent pas venir en France. Je ne sais pas d'où vient cette information. Je l'ai lu. Il se trouve que j'ai eu Pascal Brice en début d'après-midi au téléphone, le patron de l'OFPRA, pour lui poser la question, parce que moi aussi j'avais entendu cela. Et je l'ai lu. Il m'a dit qu'en ce moment même, les services français sont à Munich pour justement accueillir ces personnes qui viennent en termes de réfugiés. Et la réaction de l'Allemagne, elle est aussi là parce qu'ils se sentent débordés face à des pays qui en Europe ne jouent pas le jeu. Et donc, Hongrie, Slovénie. Comme on est dans une période, il faut le reconnaître, il paraîtrait un petit peu électoraliste. On se plaît à mélanger un peu tous les genres. Soit en disant que ce gouvernement est incompétent en matière de flux migratoires, mais je rappelle juste une chose, mon collègue le sait très bien, c'est ce Parlement de gauche qui a voté la loi sur le droit d'asile en juillet dernier. Accélérant les procédures, notamment. Accélérant les procédures, permettant la création de 11 000 places supplémentaires dans les centres d'accueil. Et quand je posais la question à Guillaume Larrivé, parce que je vois bien cette petite musique de l'invasion, du fait qu'on va avoir un afflux, un appel d'air, il n'y a pas d'appel d'air. En 2013, c'est un mot qu'on entend souvent. En 2013, puisque je n'ai pas eu les chiffres, je vais vous les donner, le nombre de dossiers de demande de droit d'asile, c'était 66 000. En 2014, c'était 64 000. On sera à peu près dans les mêmes proportions en 2015. Donc il n'y a absolument pas de mélange des genres. Mais je vois bien que Guillaume Larrivé, qui parle même de remettre le contrôle de ce que j'entendais sur le monde radio ce matin sur la frontière franco-italienne, pardon, cher collègue, ça existe déjà. Et le Conseil d'État même... Guillaume Larrivé, dites à peu près... Le mot chaos n'a pas plu. Cette matière-là, pour aller sur un domaine électoraliste et courir après le Front National. Vous minimisez, il y a une volonté. J'aimerais pouvoir répondre. Bien, il se trouve, pour que les téléspectateurs le comprennent, que j'ai donc en été 3 contradicteurs. Une association qui représente la voix de la gauche, qui est très respectable, qui est très solide, avec une position qui est une position immigrationniste classique, une journaliste d'un média de gauche, fort bien, et un sénateur socialiste. Une journaliste de terrain, je préfère que vous disiez. C'est donc le vrai visage dit les Républicains. Vous agressez les journalistes de ce pays. Je constate que Le Monde est plutôt un journal de gauche, et que madame a Le Monde est un journal de terrain, et nos articles sont écrits. Je ne cherche pas à convaincre mes 3 contradicteurs. Vous avez choqué par le mot chaos, Guillaume Larrivé. Oui, mais
écoutez, j'assume complètement cette réalité vécue par les Français. Vous courez après le Front National. Excusez-moi, chers collègues. Je n'ai pas de leçons juridiques à recevoir de votre part. Votre cerveau. Il se trouve que je suis membre du Conseil d'État, que j'ai jugé de ces affaires comme membre du Conseil d'État et comme juge pendant des années. Et il se trouve que depuis une dizaine d'années, comme conseiller juridique du ministre de l'Intérieur ou comme directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, j'ai personnellement géré ces affaires. Alors, et donc, monsieur le sénateur, expliquez-nous. Non, mais pardonnez-moi, mais cette espèce de procès en illégitimité est assez. Mais c'est la droite qui le fait vis-à-vis de la gauche. Et au plan politique. Au plan politique, restez calme, restez serein. J'ai une position qui est radicalement différente. Et oui, je suis un peu révolté. Révolté par la passivité de ceux que vous représentez. Révolté par l'incompétence de ces gens qui vous êtes sur le fond politique. Laissez-le finir, le Carvounas. Calmez-vous. Et qui en réalité, monsieur le sénateur, sont des incapables radicaux. Il n'y a aucun fond Prenons un exemple. Laissez-le terminer, parce qu'on n'arrive pas à débattre. Quota d'asile, monsieur le sénateur. On dirait un membre du Front National qui s'exprime vis-à-vis du Parti Socialiste. Mais bien sûr. Vous êtes dans les anathèmes, votre argument. D'ailleurs, c'est ce que vous cherchez à faire, parce que vous essayez de créer c'est ce que vous êtes devenu. La confrontation, monsieur le sénateur. Votre patron, Nicolas Sarkozy, discours de Grenoble, discours de Dakar. D'opposition entre vous et le Front National, comme s'il n'y avait Guillaume Larrivé. Guillaume Larrivé, c'est de la politique. Le concret. Les migrants ne veulent pas monter dans les bus de l'OFPRA. Ils veulent aller en Allemagne. Il y a du travail. Le vice-chancelier d'Allemagne indique ce matin que l'Allemagne va devoir probablement recevoir un flux d'1 million de personnes supplémentaires en 2015 par rapport à 2014. Alors j'entends que certains à gauche, oui madame, nous disent la situation n'est pas exceptionnelle, ce n'est pas le chaos. Au contraire, moi je constate qu'on a bien une situation extrêmement préoccupante et il faut y répondre avec des mesures nouvelles. Et oui, monsieur le sénateur, même si cela vous déplaît, moi je pense qu'il faut refonder totalement Schengen, pas du tout. Justement, renvoyer chacun. C'est ça votre programme? Essayez d'être un peu plus subtil. Je sais pas, je me mets à votre niveau tout à l'heure. Je vous pensais un peu plus intelligent. Marilyn Beaumont, la réputation est manifestement et très Claire surfaite. Rodier, qui sont sérieuses dans ce débat. La création de centres internationaux de rétention des demandeurs d'asile à proximité de la zone irako-syrienne, c'est une mesure extrêmement novatrice dont nous pensons qu'elle doit être proposée comme initiative par les chefs d'État et de gouvernement, y compris Madame Rodier. Et sur ce point, vous avez raison, pour faire bouger les lignes juridiques. Écoutez François Hollande. La politique, c'est aussi prendre des initiatives. Guillaume Larrivé, il est en colère ce soir. C'est au rendez-vous de l'histoire, la politique. Luc Carvounas, regardez vous êtes François. Destiné, je le crains, à ne pas faire un. Guillaume Larrivé, écoutez le président de la République. Regardez, je vais vous mais les Français vont vous expliquer. Si vous n'avez pas compris la leçon, ils vous ont déjà en réalité dit à plusieurs reprises depuis 2012. Pardonnez-moi. Bien sûr, c'est la débat électoral. Écoutez, mais l'avis du peuple français, n'est pas négligeable, monsieur le sénateur. Écoutez le président de la République. Non. François Hollande, on écoute François Hollande. Guillaume Larrivé, ne vous énervez pas. C'est vrai, restons calmes. Écoutez François Hollande parce qu'il était à Vesoul pour un déplacement et une réunion interministérielle, mais il en a profité pour revenir justement sur cette question de Schengen d'une manière indirecte en reparlant du contrôle aux frontières autorisé en cas de crise exceptionnelle. C'est ce que dit le texte. Écoutez François Hollande. L'Allemagne, comme la France, demande que l'Europe puisse avoir sur ses frontières un contrôle. Et c'est la condition pour que les réfugiés puissent être accueillis dignement et de manière maîtrisée. Et que puisse être distingué ce qui relève du droit d'asile et ce qui a trait à des migrations économiques. Voilà, on a entendu François Hollande, on va entendre nos sentinelles très rapidement. Je voulais simplement entendre votre point de vue. Le débat, on est entré dans le vif du sujet, on a quand même traité d'un certain nombre de sujets important. Dans quel état d'esprit vous êtes les citoyens quand vous regardez la télé, quand vous lisez la presse, quand vous vous penchez sur le sujet? On parle d'accueil, j'évoquais évidemment l'OFPRA qui avait du mal à attirer les Syriens dans leur bus, ils préfèrent venir en Allemagne. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous Alexandre, ce soir? Déjà, je suis très content que l'émission reprenne avec une ambiance aussi forte dès le départ sur le plateau. Moi, je suis assez choqué parce que si l'Allemagne elle a une bonne lecture de son histoire gauche et droite confondues, j'aimerais bien comprendre pourquoi la France elle a une lecture aussi différente. Parce que quand on entend le député républicain sur le plateau, on a l'impression que les droits de l'homme, qui sont quand même la valeur universelle de notre pays depuis 67 ans, a disparu. Alors, franchement, les Républicains, s'il vous plaît, faites un effort. Respectez notre histoire, respectez notre passé. Arrêtez de faire passer l'économie avant l'humanité. Parce que c'est bien ça le problème. Là, on est dans une question de dignité humaine, de droits de l'homme. Et on parle des personnes comme si c'était de la marchandise, comme si leur vie n'avait pas
autant de valeurs que la vôtre. Merci Alexandre. Et ces gens-là sont dans la souffrance, il faut les respecter. Bon voilà, espérons que Gaston ait un point de vue qui se rapproche de celui de Guillaume Larrivé, j'en suis pas du tout sûr parce que je connais Gaston. C'est pas très gênant. Mais vous allez répondre, Oui, Guillaume Larrivé. Gaston, peut-être, allez-y, parce qu'on va ensuite réagir évidemment à cette question du contrôle aux frontières. On nous parle d'une Europe ouverte, d'une libre circulation, puis là on commence à nous parler depuis hier de contrôle aux frontières. Les Français veulent y comprendre quelque chose. Vous dites quoi sur Gaston? Vous dites aussi que la France a des valeurs de droits de l'homme, des valeurs importantes et qu'il ne faut pas les bafouer? Évidemment, évidemment. Une formule que j'aime bien, c'est voilà, maintenant que les frontières commencent à être closes au niveau de certains pays de l'Union européenne, il ne faut surtout pas que maintenant on arrive, nous en France, à arriver à clore notre société. On est quand même un pays qui a des traditions, comme disait l'intervenant précédent. Maintenant, je veux d'abord remercier quand même le Monde par rapport à la journée spéciale qu'ils avaient consacrée l'autre jour sur toute la situation dans tous les pays d'Europe, qui est quand même très importante. Et je voulais interpeller M. Larrivé, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, quand vous disiez tout à l'heure, j'avais noté ne pas vouloir accepter la brutalité de ceux qui ne veulent accueillir personne. Alors qu'est-ce que vous répondez à Philippe Goujon, votre collègue député maire du 15e arrondissement, qui est le plus gros arrondissement de Paris, 220 000 habitants, qui ne veut accueillir personne? Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues qui ne veulent accueillir que des personnes de confession chrétienne dans notre République laïque? C'est quand même un scandale. Vous voulez répondre? Parce que c'est vrai que là vous êtes interpellé. Oui, bien sûr. On va y venir à travers un sujet, mais puisque vous êtes interpellé par deux internautes, les valeurs, la France, ses valeurs, et puis là on vous parle de Philippe Goujon qui ne veut de personne dans le 15e. Deux choses. Premièrement, je crois profondément qu'il ne faut pas culpabiliser les Français. La France de 2015, elle accueille déjà un grand nombre de ressortissants étrangers. C'est à peu près 207 000 personnes de manière légale l'année dernière, mais il y a aussi des flux illégaux. Il y a un accueil qui est fait, il y a des crédits budgétaires qui sont votés par le Parlement. Nous prenons notre part, nous prenons peut-être plus que notre part à la Donc on a misère du cœur, du monde. c'est ça que vous dites? Non, mais moi, Après je ne veux pas, je suis député en Bourgogne, je ne veux pas, au nom de ces personnes qui, oui, m'ont élu pour être leur député de l'Assemblée nationale, moi je refuse qu'on culpabilise les Français et qu'on désigne toujours comme coupables les Français qui, par ailleurs, souffrent de l'explosion du chômage, qui, par ailleurs, souffrent de l'explosion des impôts et des charges, et qui essaient, au fond, de faire ce qu'ils peuvent. Première remarque. Seconde remarque sur les maires. Il y a un principe, Madame Rodier, qui est juriste, Maison de la chimie samedi. Au principe, je vais le rappeler, il y a un principe constitutionnel qui est celui de la libre administration des collectivités locales. Et donc, moi, je pense une chose très simple. Il faut que les maires, dans ces affaires, fassent ce que eux-mêmes et leur conseil municipal délibèrent. Dans une commune, on peut considérer que les conditions sont réunies pour accueillir... Et dans d'autres pas. Voilà. Tout simplement, donnons aussi un petit peu de liberté. C'est des raisons pragmatiques ou idéologiques ou religieuses. Liberté, soyons réalistes et soyons aussi, pour le coup, conformes en effet à ce qu'est la France. Je peux tout à fait concevoir que monsieur le maire d'Alfortville, n'est-ce pas, décide d'accueillir un certain nombre de personnes. Le maire d'Auxerre dans de Bordeaux, le maire de Bordeaux qui a le maire de Sens ne va pas le faire. Cela François Baroin veut pas. Des situations locales, absolument. Et il n'y a pas de cacophonie là-dedans. Il y a juste une situation locale. Vous avez des villes qui sont en situation de capacité de le faire. Juste Marilyn Beaumard, juste un petit mot, Luc Carvounas, parce qu'il y avait une double question. Il y a François Hollande qui reparle de contrôle aux frontières, puis il y a le Sentinelle qui interpelle sur les valeurs. Mais sur les valeurs, on l'a évoqué. Moi, je voulais juste qu'on fasse un tout petit point sur le contrôle aux frontières. Là, on a le sentiment d'une Europe et de la France qui, là, suit et marche derrière Angela Merkel. C'est-à-dire que tout d'un coup, Angela Merkel ouvre ses bras, la France ouvre ses bras, puis Angela Merkel annonce qu'elle fait un contrôle aux frontières, et le président l'indique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu comme ça, une forme de suivisme de cet axe franco-allemand, là, sur ce point précis? Oui, mais juste avant, sur l'histoire des valeurs et l'histoire de ne pas culpabiliser les Français. Mais quand on les maires sont libres, c'est ce que dit Guillaume Larrivé. Oui, tout à fait. Et quand on entend ce qui se passe, moi j'ai entendu samedi le maire de Cergy, donc là où sont arrivés 200 des premiers Syriens réfugiés, qui racontait qu'il est obligé d'ouvrir un gymnase à compter d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Pour recueillir tous les dons de toutes les personnes. Donc je veux bien qu'il ne faille pas culpabiliser, mais je crois qu'en France, peut-être c'est pas aussi voyant qu'en Allemagne, mais il y a un véritable élan de solidarité. Ça c'est moins vu, Marine Beaumard. Tout à fait, ça c'est moins vu. Et peut-être que c'est la faute des médias, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter. Quand on voit les propositions de personnes, de familles pour héberger des Syriens chez eux, ça explose totalement. Ça explose chez les jésuites qui s'occupent déjà, qui ont déjà tout un système d'aide de ce type. Donc réellement, sur les valeurs, il y a quelque chose de... Donc il y a un mouvement, une lame de fond
partagé dans la population. Un peu plus lentement que les Allemands. Luc Carvounas, juste sur le contrôle aux frontières, parce que générosité et contrôle aux frontières. Mais par rapport aux maires, effectivement, moi j'ai toujours dit, on n'est pas dans un concours de à qui plus et à qui mieux. Financièrement, vos maires. Moi, ce que je constate, c'est que dans les 600 maires et quelques, c'est l'État qui il y a un dénominateur commun qui les relie tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est qu'ils ont dans leur histoire communale la tradition de l'accueil et de l'hospitalité et les services municipaux et associatifs pour le faire. Voilà, ça c'est le premier sujet. Mais Guillaume Larrivé a raison de dire tout le monde ne peut pas le faire, cela. Mais le sujet, il n'est pas là. Il n'est pas à se renvoyer à la figure est-ce que tu fais mieux ou plus que moi, est-ce que tu es plus généreux. Le problème, il est sur le fond politique. Et pardon, chers collègues, moi, j'ai toujours pas bien compris la ligne politique au sein de votre famille. Parce qu'un bon nombre d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et je sens même des collègues maires républicains de mon département, le Val-de-Marne, avec qui je discute, qui sont extrêmement embarrassés par cette ligne de clivage que vous emmenez. Luc Carvounas, elle est double. Je garde mon idée du contrôle aux frontières parce que les Français veulent essayer de comprendre comment ça va marcher. C'est qu'on nous a vendu une Europe où on circule librement. Quand même, sur ce chiffre de 1 million là, de réfugiés qui vont arriver en Allemagne, c'est confirmé par l'Allemagne d'ailleurs, ce chiffre est bon. Est-ce que vous, le sénateur socialiste, vous pouvez nous dire ce soir sur ce plateau, nous aussi, en France, on est capable, on peut accueillir 1 million de réfugiés, comme le font les Allemands. Je rappelle pour celles et ceux qui nous regardent que la situation démographique de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France. C'est un pays très dynamique. Il faut rappeler aussi ces conditions-là. Ensuite, nous nous sommes engagés, encore une fois, sur les 24 000 réfugiés que nous souhaitons accueillir dans la chaîne de solidarité européenne. Le sujet aujourd'hui doit être traité, je le disais dès la semaine dernière, sur le plan politique européen et international. Et encore une fois, il n'y a pas un revirement chez Mme Merkel. Il y a juste, de sa part, la volonté de faire attention de ces flux face à des pays comme la Hongrie qui ne jouent pas le jeu. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il rappelait à Vesoul? La volonté de mettre en place aux frontières de l'Union européenne des centres d'accueil. Mais c'est la fin de Schengen, Marine Baumard. Il faut replacer un tout petit peu le débat sur un plan international. Replaçons-le. On fait de la politique aussi, Claire Rodier. Mais il me semble que cette représentation... Mais non, mais je veux dire, la représentation nationale, elle ne s'occupe pas que de la France. Il y a des commissions des affaires étrangères, il y a des gens qui réfléchissent, et au gouvernement, il y a des gens qui parlent d'Europe et d'international. Excusez-moi, ça a un intérêt, ça a un impact direct. C'est-à-dire aujourd'hui, donc on ne s'occupe pas de ce qui se passe, du contexte international qui fait ce qui se passe en France. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il y a 60 millions de personnes déplacées dans le monde entier. Il y en a moins de 20% qui sont dans les pays industrialisés. L'Europe prend sa part dans une part ridicule de cette... C'est ce que vous dites régulièrement, ça ne représente rien. Non, mais 1 million, c'est pas rien quand même. Quand on parle d'1 million, il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de personnes au Liban. Je n'ai jamais vu que ni le gouvernement ni M. Larrivé ne se préoccupent de la situation du Liban, qui sur 4 millions d'habitants a accueilli un quart de sa population. On parle de coopération. On parle beaucoup Je confirme au GISTI que les Républicains que je représente sur ce plateau ne sont pas favorables, contrairement à vous, à ce que 1 million de personnes supplémentaires entrent en France en 2015. Ce que je voudrais savoir, c'est... Il n'est pas question d'un million, il n'est pas... Mais attendez... Si, c'est tout à fait... C'est pas un jeu télévisé. Replacer les choses et arrêter sur les noms. Combien de réfugiés aujourd'hui sont accueillis en France? Moins de 20 000 par an. Ouais. À quoi s'est engagé 24 000 le président prévus sur 2 ans. 30 000, on est d'accord. 30 000 si on ajoute les premiers engagements. Donc il faut quand même rester dans les... Il faut quand même rester... Mais il ne s'agit pas de la France. Nous avons tous les deux raison. Donc il n'y a pas de millions qui va entrer, de personnes qui vont entrer en France. Pardonnez-moi. Je pense qu'il y a un petit décalage temporel. Vous évoquez des chiffres qui sont ceux de 2014. Le sénateur Carvounas tout à l'heure avait raison engagement de dire pour 2015 et 2016. Par rapport à 2013, le nombre de demandeurs d'asile avait baissé de 5%, mais ça avait augmenté en 2012, ça avait même augmenté en 2011. Bon, mais ça, ok, ça c'est la chronique classique. Il y a maintenant une réalité. Le 1 million, c'est important. Monsieur Larrivé, en 2011, il s'est passé des choses étrangement de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire les réfugiés ne tombent pas du ciel. Il y avait eu Madame le printemps arabe. Il y avait tout à coup des flux. Il y a eu les printemps arabes. On est d'accord. Il y a un contexte international. On est dans un débat politique. J'aimerais juste politique avec un grand P. Des printemps arabes. Politique avec un grand P. Il ne faut pas leur expliquer qu'il se passe des choses dans le monde. C'est un débat inaudible. Pardonnez-moi. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Je pense que vous avez proposé prononcer au moins 2. Une phrase, si vous souffrez. Je vous en prie. Bien. Le vice-chancelier d'Allemagne ce matin a indiqué que son pays
devait faire face à un afflux d'1 million de personnes supplémentaires en 2015 par rapport à 2014. Point virgule, face à cette réalité nouvelle, il me semble qu'il faut une nouvelle politique. Il me semble qu'il faut sortir des catégories Réponse habituelles, Maryline Beaumard. des habitudes. Oui, mais... Il faut être inventif en étant à la fois conforme à un certain nombre de principes, mais aussi à la réalité qui arrive. À cette réalité Maryline tout à fait Beaumard. nouvelle. Ce chiffre, il est irréfutable pour l'Allemagne. Il se prépare à accueillir 1 million de réfugiés. La France n'aura pas la même attractivité, si je peux me permettre. On n'a pas du tout, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et enfin, il faut quand même pas essayer de faire peur aux gens d'une telle manière. Donc voilà, nous voilà rassurés. Regardez ce sujet, de François Goulin. On a déjà du mal à remplir les bus pour amener les réfugiés. Ah oui, vous le confirmez. Êtes-vous allé à Calais récemment? Vous le confirmez, Maryline Beaumard. Je suis allé lundi dernier. Pourquoi ne passe-t-il pas en Angleterre? Il ne passe pas en Angleterre parce que, en effet, nous avons considéré, je pense que nous avons raison de le faire, de protéger la Grande-Bretagne contre les hordes qu'on préfère nous garder chez nous. Nous avons raison, je pense, de ne pas organiser un flux continu en considérant en effet que les frontières doivent être protégées. Maryline Beaumard, différence entre Gisli et les Républicains. Vous nous dites deux choses. Suite au chiffre de Guillaume Larrivé, confirmé effectivement, ce n'est pas Guillaume Larrivé qui sort ce chiffre, c'est les Allemands qui le confirment. Vous nous dites on n'aura pas 1 million et vous nous confirmez quand même ce soir que la France n'est plus un pays attractif parce que les réfugiés nous disent, c'est ce qu'on lit, on ne veut pas aller en France. On n'a pas de travail. Vous avez déjà vécu à Calais dans un... Non mais attendez, juste Maryline Beaumard. Laissez-la parler. Guillaume Larrivé, laissez-la parler. Est-ce que c'est pas normal quand on voit qu'aujourd'hui, seul un demandeur d'asile sur 3 est hébergé durant le temps de sa demande d'asile? Bien sûr, il y a une nouvelle loi qui espère changer quelque chose. Conditions d'accueil mauvaises. Les conditions sont très très mauvaises. On ne peut pas travailler en France, c'est ce qu'on entend. On ne peut pas travailler, c'est très difficile de travailler. Voilà. C'est interdit. Oui, donc on n'est plus un pays attractif. Non, mais le pays. Donc on n'est plus un pays des droits de l'homme, Maryline Beaumard. Notre pays est classé 4e en nombre de demandes de demandeurs d'asile. Depuis 3 ans maintenant. Et nous sommes le pays, par ailleurs, techniquement, en nombre de personnes sous protection, qu'il s'agisse de réfugiés politiques stricto sensu ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, bref, de personnes sous protection, nous sommes aujourd'hui le premier pays d'Europe. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser les Français. Ça aussi, il faut rappeler cela. Il faut rappeler cela. Luc Carvounas, Guillaume Larrivé. Les pays d'Europe qui accueillent des réfugiés politiques, non, pas pour ça reste accueillir. La France. Non, pas du tout. On est 4e pays d'Europe. Vous parlez en flux, chère madame. Moi, je parle en flux parce que c'est ce qui intéresse les gens, c'est de savoir combien de personnes nouvelles vont être accueillies. Non, mais attendez, Guillaume Larrivé, chacun son tour. Vous êtes journaliste, je pense qu'il faut avoir un minimum d'objectivité. Nous parlons des flux, et en effet, aujourd'hui, les flux ne se dirigent pas prioritairement vers la France. Ils se dirigent aussi vers la France. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle dans cet affreux langage stock, qui est pas un joli mot, le nombre de personnes sous protection. Et là, je vous assure, chère madame, que la France est le premier pays d'accueil. Donc en effet, les Français ça ne veut absolument rien dire de parler. Mais non, parler du stock des réfugiés, ce sont des gens qui travaillent, ils sont insérés ici. Maryline Beaumard, juste une question. On avait Trissa Catrinet, qui est une tweetos habituée, qui vous avait interpellé par tweetos, mais on y reviendra. Guillaume Larrivé, vous ne savez pas ce que c'est d'être obligé de fuir son pays pour préserver sa vie. Vous répondrez après. Luc Carvounas, j'ai quand même entendu, parce que vous ne m'avez pas répondu. Maryline Beaumard dit effectivement que la France n'est plus le pays attractif qu'il était. C'est vrai que ces bus, les Syriens ne veulent pas monter dans le bus parce qu'ils préfèrent rester en Allemagne, qui est une forme d'Eldorado allemand. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous l'homme politique? Est-ce que vous auriez préféré que ces 1000 personnes montent dans le bus avec un sourire radieux et disent on va en France, on est content? Moi, je ne vais pas commenter un fait qui, je vous le dis, donc vous êtes pas... le directeur général de l'OFPRA me dit qu'il n'est pas réel. Voilà, donc si on essaye de nous dire, encore une fois dans ce discours, que la France est à la remorque de l'Allemagne, que la France n'est pas un grand pays, c'est pas vrai. Et la France, elle s'honore encore une fois dans ses traditions et dans ses valeurs. Et en plus, ce débat, nous l'abordons de manière assez sereine. Il y a à peu près une dizaine de jours, l'opinion publique, quand elle était interrogée, n'était pas favorable. Et on va le voir à travers nous avons posé la question. Ça évolue, vous pensez? Ça a évolué parce que nous avons ce discours de vérité et que vous le parliez de l'élan qui est en train de se mettre en œuvre. Moi, dans ma commune, du moment où les habitants d'Alfortville ont su que nous allions mettre à disposition des appartements en connaissant les adresses de ces appartements, ce sont les locataires de l'immeuble qui en ce moment même sont en train de faire la collecte pour accueillir la famille comme il se doit. De solidarité. Bien sûr. Regardez ce sujet justement, élan de solidarité, parce qu'il y a ces réfugiés syriens qui sont arrivés tout récemment, mais il y a aussi les chrétiens d'Orient. On en parlera dans quelques instants puisque le sujet avait été soulevé il y a quelques minutes, des chrétiens d'Orient qui ont été accueillis par cette famille. Vous allez le voir. À Poitiers, ils sont arrivés, père, mère
et enfants, justement, pour être accueillis par une famille française. Alors, c'était il y a quelques mois, bien sûr, lorsque la France avait ouvert ses bras aux chrétiens d'Orient. Ils sont en France et ils reprennent doucement goût à la vie, comme nous le racontent François Goulin et Leïla Zelouma. Regardez. Comme chaque semaine, Chantal et François Laurency viennent rendre visite à la famille Laali. Bonjour. Ça va? Ça va? Bon, la jambe, ça va bien? Oui, mieux? Raïs, en fauteuil roulant, sa femme Fanar et leur neveu Ibrahim accueillent les 2 Français dans leur nouvel appartement. Ils peuvent enfin recevoir chez eux ce couple qui les a hébergés à leur arrivée en France. L'occasion de se rappeler les 8 mois de vie commune. Quand on a déjeuné chez Marie-Joseph, d'accord, voilà. Bon, ben c'est des bons souvenirs. Merci. Leurs enfants partis, le couple Laurency avait déjà reçu une famille de réfugiés il y a quelques années, des Bosniaques musulmans. Alors l'accueil des Laali, il y a près d'1 an, s'est fait presque naturellement. Quand on a vu ce qui se passait à Mossoul et en Irak, on s'est dit que voilà, qu'on aimerait accueillir ces gens-là. On ne s'est quand même pas posé trop de questions. Parce que bon, si on se pose trop de questions, après on ne fait plus rien. Donc voilà, donc on a réfléchi un petit peu et puis on s'est dit que bon, on avait une maison qui nous permettait d'accueillir plusieurs personnes. Donc voilà, pourquoi pas faire pour des chrétiens ce qu'on avait fait pour des musulmans. Des chrétiens rescapés de la folie meurtrière de Daesh. Les islamistes ont envahi en juillet 2014 leur ville, Mossoul, et posé un ultimatum à tous les chrétiens: la conversion à l'islam ou la mort. Et ça, c'est l'église? Ah oui, il n'y en a plus. Plus d'église. Daesh a chassé tous les chrétiens de cette église qu'on fréquentait. Et ils ont tout détruit. Ils ont tout fait exploser. Imaginez-vous un grand bâtiment et d'un coup, plus rien. Une place vide. En Irak, nous avions beaucoup d'églises comme celle-ci, parfois millénaires. Ils n'ont d'autre choix que la fuite, en pleine nuit, laissant derrière eux leur famille, le magasin de photos de Raïs, la maison. Une vie entière annihilée. Arrivée en France, la famille Laali est prise en charge par une association chrétienne qui les envoie chez les Laurency. Aujourd'hui, les mots manquent pour exprimer leur reconnaissance. Ce sont vraiment des gens bons. Ils se sont investis avec nous à 100%. Ils nous ont aidés, ils nous ont tout donné, plus qu'ils n'avaient. Je les considère vraiment comme des membres de ma famille. Logement social, RSA ou inscription à Pôle emploi, l'aide des Laurency a été indispensable dans toutes ces démarches. Le statut de réfugié, lui, est obtenu très vite, presque une formalité. À leur arrivée, la procédure vient d'être accélérée par le gouvernement, spécialement pour les chrétiens d'Orient. Chantal et François, eux, se préparent à accueillir une nouvelle famille. Ils ont déjà reçu la copie des visas. Cette fois, ce sera une femme irakienne et ses 2 enfants qui attendent à Erbil, depuis maintenant 6 mois, le feu vert de l'administration. Voilà un exemple de famille française. Elles sont plusieurs centaines d'autres à avoir accueilli des réfugiés irakiens, chrétiens d'Irak. Ce vote JDD, alors ce n'est pas un sondage pour ne pas se faire tirer les oreilles, ce n'est pas un institut de sondage, mais ce sont les internautes qui, en direct, cliquent sur le site du JDD.fr qui est notre partenaire. La France doit-elle accueillir plus de réfugiés? C'est un débat qu'on a déjà commencé à voir sur le plateau. Et 94% d'entre eux disent non, et oui à 6%. Et puis on avait ce sondage Odoxa qui est très intéressant puisqu'on évoquait les maires, la générosité des maires qui avaient été invités à la Maison de la Chimie, c'était samedi, avec ce mouvement qui commençait à démarrer. Et c'est vrai que, regardez ce que pensent les Français à propos des maires. Comprenez-vous ou non les maires qui refusent d'accueillir des réfugiés dans leur commune? Oui, vous les comprenez à 70%. Il y a quand même, Luc Carvounas, à travers l'un est un sondage, l'autre est un vote, on voit quand même, au-delà des élans de générosité, au-delà d'un certain nombre d'exemples d'associations qui s'investissent, on a quand même des Français qui aujourd'hui sont plus réticents à accueillir ces réfugiés. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Et rapidement sur la première question, est-ce qu'il est question d'accueillir plus de réfugiés? C'est pas le sujet.
nous avons dit par la voix du président de la République et du gouvernement que c'était 24 000 réfugiés. 30 000, on l'a dit tout à l'heure. Plus 6 000, plus Ensuite, 6 000, en fait. ce qui n'est pas un sondage mais un vote, c'est normal que les populations suivent le choix politique de leur maire. Ils ont cette légitimité-là de pouvoir exprimer avec l'acuité qui est leur territoire de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Le problème, encore une fois, il est sur le fond. Il est sur des maires, pardonnez-moi, qui n'ont plus de collègues, sous, on entend beaucoup. Qui disent qu'ils préfèrent recevoir des réfugiés chrétiens plutôt que musulmans, parce que ceux-là, au moins, n'égorgent pas leur patron. Ouais. Il est dans la voix de Patrick Devedjian, qui nous expliquait qu'il faisait une boutade et qui s'est rétracté très vite, mais ça présente quand même... Oui, mais ça ne suffit pas de s'excuser. Quand on est président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ancien ministre, ça ne suffit pas de s'excuser. Ça relate aussi un état d'esprit, une forme de porosité dans les idées entre la droite et l'extrême droite. C'est ça le sujet. C'est sur le fond politique. Elle est là la réalité. La réalité, c'est que... Guillaume Larrivé, la phrase de Patrick Devedjian, elle vous a choqué, il a dit que c'est de l'humour, qu'il s'est excusé immédiatement. C'est facile de balayer ça d'un revers de la main. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un gouvernement. Il y a une majorité qui sont aux responsabilités et qui doivent faire face à une situation. Je voudrais reprendre ce qu'a dit le sénateur à l'instant. Le sénateur Carvounas, qui est considéré comme un des proches du Premier ministre, Manuel Valls. Je fais votre publicité, vous n'avez pas besoin que je le fasse, enfin, c'est ainsi. Donc vous êtes proche du gouvernement et du chef du gouvernement. Quand vous dites 24 000, ou en réalité 33, parce que c'est 24 plus 9, quand vous dites 30 000 ou 33 000, vous savez profondément que vous ne pourrez pas tenir ce chiffre. Voilà. Il est faux ce chiffre, 30 000, vous n'y croyez pas une seconde. Il est nécessairement faux si on ne change pas précisément les règles de migration et d'asile vers l'Europe. Parce que vous dites quoi? Les migrations vont continuer à arriver? Précisément parce que la libre circulation... Mais non, c'est pas du tout... Mais n'employez pas ce terme. Mais c'est ce que vous défendez. C'est une réalité pratique, Monsieur Carvounas. Vous pouvez pas dire que Monsieur Hollande va accueillir 30 000 et pas un de plus, alors que à côté, alors même qu'on n'a plus de frontières intérieures à l'Europe, il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Aux portes de l'Europe. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il faut... Pardonnez-moi, c'est pour ça qu'il faut essayer un peu de dépasser ça et s'intéresser aux causes. Revenir. Les causes, c'est la nécessité d'éradiquer le pseudo-État militairement qui pousse sur les routes de l'exil et de l'exode. Oui, mais sur ça, on est d'accord. Et on aura ce débat au Parlement. François Hollande, par exemple, a trouvé bon depuis 2 ans de se fâcher avec la Russie, qui est pourtant un acteur clé du règlement du conflit. Donc là, il y a un vrai sujet. On ne fait que l'esquisser. Il y a un vrai sujet majeur de causalité. Et puis, il y a un autre sujet, effectivement, où on a un désaccord, c'est que nous pensons qu'il faut faire bouger, Madame Rodier, les lignes juridiques. Il faut une initiative euro-méditerranéenne. Nouvelle, au-delà. Ça va prendre du temps, les réfugiés sont à nos portes, là. Oui, mais parce que... Il faut les accueillir concrètement, là. Oui, précisément, il faut être dans l'anticipation. Et si on a perdu tellement de temps, la guerre en Syrie, elle n'a pas commencé il y a 15 jours. La déstabilisation de la zone irako-syrienne, elle n'a pas commencé. Elle s'est accélérée depuis quelques semaines. Ce sont des choses qui existent depuis des années. Lorsqu'en août 2012, le président libyen, le président égyptien, au 14 juillet, quel est le président? Appelez-moi son nom. Mais Nicolas Sarkozy, en effet, sur la Libye. Donc ne donnez pas le leçon de géopolitique, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur, donnez-nous l'occasion d'un échange sur la Libye. Je vais être extrêmement précis là-dessus. Oui, c'est l'honneur de la France. C'est l'honneur de la France d'avoir en 2011 été à la tête de la coalition internationale, visant notamment les pays du monde arabe, pour qu'en effet Kadhafi n'aille pas massacrer des centaines de milliers de personnes dans son pays. C'est l'honneur de la France. Et c'est le déshonneur de la France, à partir de juillet 2012, monsieur le sénateur, d'avoir abandonné les Libyens à leur sort. En juillet 2012, je rappelle, c'est monsieur Hollande qui est président de la République, les premières élections libres en Syrie, avec 60% de participation, elles sont gagnées par des modérés. Revenez mercredi, on parle de la Syrie. On a abandonné la Libye à elle-même. On a abandonné la Libye. Il n'y a pas d'État en Libyen, en effet, depuis 4 ans. Et ça, c'est la responsabilité. La Libye a été... Non, je ne vais pas faire un débat sur la Libye. Non, mais c'est très important. Non, parce qu'on parle des dictateurs et on quitte... de garde-frontière pour l'Union européenne. Et qui évitait que les hommes passent. Avec le financement de l'Union européenne. Et donc, on en vient aujourd'hui, je l'entends parfois dire, mais c'était le bon temps. Si Bachar el-Assad tenait encore bien, si Kadhafi
était encore là, on aurait moins de migrants. Luc, Je l'ai entendu, beaucoup sans sur vouloir la droite. et on revient en reportage sur les chrétiens d'Orient. Sans vouloir donner de leçons Il n'a pas été sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit. Marine Baumard. Parce que moi, je veux bien tout entendre, me donner des chiffres de 24 000, de 33 000. Mais enfin, c'est tellement peu. Nous sommes des responsables politiques. Mais ces réfugiés, qui sont-ils? Des femmes et des hommes qui ont eu des métiers, c'était des enseignants, c'était des médecins. On essaye d'effacer tout ça. Ils peuvent aussi être une valeur ajoutée pour notre pays. On les reçoit comment? De quelle manière? Il faut à un moment donné rappeler les choses. C'est l'histoire de ce pays. Combien de chômeurs y a-t-il en plus? Mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Il faut expliquer les choses. C'est le rendez-vous de la France avec son histoire. Je veux bien que vous soyez dans une campagne électorale qui essaye d'aller sur le terrain de l'extrême droite. Vous ne me trouverez pas sur ce terrain-là. Mais vous ne me trouverez pas non plus sur ce terrain polémique. Il y a une réalité. Ça explique aussi, Madame Baumard, la différence avec l'Allemagne. C'est qu'en effet, la France, elle est dans une situation de plantage économique. Non, elle est dans une situation de plantage économique. Quand vous avez 1 million de chômeurs de plus, monsieur le sénateur, moi je vois le rapport. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, très bien, on va pas faire de vous êtes au pouvoir depuis combien de temps? Assumez vos responsabilités. Vous êtes au pouvoir, l'arrivée, Marilyn Baumard. Et regardez, le débat est vif. On a un tweet, la preuve est dans le reportage. Les Français ont du cœur. Un mot, et j'avais une question à vous poser quand même sur la suite et la vie de ces réfugiés qu'on accueille. Allez-y. Oui, alors simplement sur les conséquences économiques et les conséquences sur l'économie de l'accueil de migrants, et là ce n'est pas de migrants, ce sont de réfugiés qui, et je le sais pour faire beaucoup de terrain, ont en général un très bon niveau culturel et sont bien éduqués, ce sera un plus pour l'économie. Toutes les études montrent que c'est réellement... Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un emploi rapidement, on permet aux réfugiés... Non, mais c'est pas qu'on leur donne, c'est qu'ils le trouvent. Là où ils arrivent, au bout de 3 ou 4 ans, il y a une intégration. Juste un petit... Mais ça va vous aider. Non mais écoutez ce tweet. Remarque, il y a peut-être surprendre Madame Baumard. Sur qui étaient les migrants à Calais? Des gens souvent d'un bon niveau, en effet. Par le Secours catholique, qui racontait que ces gens-là, ils avaient été banquiers, ils sont ingénieurs. Même si on n'a pas le baccalauréat, même si on n'est pas ingénieur, quand on est par exemple un chrétien persécuté par ces hordes barbares de l'État islamique, je considère qu'on a droit à une protection temporaire, mais qu'on a droit à une protection, même quand on n'est pas bac plus 5. On est d'accord avec ça. Mais tout le monde est d'accord. Sur ce débat, on avait un petit tweet. Je parle d'économie. Marine Baumard, on a l'économie, bon pour l'économie. Sur la question des musulmans, des chrétiens et du choix de ces réfugiés, certains maires préférant des réfugiés chrétiens et pas de réfugiés de religion musulmane, ça vous choque? Est-ce que vous entendez cette crainte? Est-ce qu'il y a comme ça une peur de l'islamisme derrière cette question? Bien sûr que ça me choque, parce que ça nourrit encore cette islamophobie ambiante. Et donc, il faut, lorsque l'on est maire, qui plus est, être extrêmement vigilant dans les discours que l'on tient, dans ce climat anxiogène qu'on essaye de monter en ce moment, les Français les uns contre les autres. On a encore une fois une tradition et des valeurs et une responsabilité. Et je pense que cette responsabilité, elle doit être ni de droite ni de gauche, elle ne doit pas nous cliver, parce que nous sommes construits au travers de cette histoire commune. Moi, ce que je regrette, c'est que François Baroin, président de l'Association des maires de France, dise « moi, à Troyes, j'aurai pas de réfugiés ». Je ne vous raconte pas le tollé général que ça a causé chez bon nombre de maires. Sa voix porte quand même. Vous aurez du mal à dire que François Baroin est un dangereux extrémiste échevelé. Je rappelle juste ce qu'il a dit, à savoir qu'il ne voulait pas accueillir de réfugiés. Oui, mais vous savez, il a aussi la légitimité des maires du président de l'Association des maires de France qu'il est. Par ailleurs, il devient un syndicat plus à vocation électoraliste que le syndicat des maires. Et lorsque François Baroin dit ce qu'il a dit, il fait œuvre de responsabilité. Mais je sais qu'il l'a regretté ensuite. Il fait œuvre de responsabilité. Guillaume Larrivé, je vais lire deux petites phrases, Marine Baumard et Claire Rodier. Guillaume Larrivé. Mercredi dernier avec François Baroin, précisément sur cette question-là, et la position qui est celle du président de l'Association des maires de France est aussi la position du président des Républicains, Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas mandat pour s'exprimer de cette manière-là. Ces deux phrases, je vais les soumettre avant de nous quitter parce que elles sont Guillaume Larrivé. Si mes questions ne vous intéressent pas, le président de l'Association des maires de France, gauche et droite, Guillaume Larrivé, il a cambriolé l'Association des maires de France et maintenant il en fait casse la tête, mais c'est pas mon sujet. Il n'avait pas le mandat de l'Association des maires de France. Je vais vous laisser, messieurs, terminer le débat tout seul. Guillaume Larrivé, est-ce que je peux me permettre de vous lire ces deux petites phrases venant de vous, c'est un compliment, cher collègue. Guillaume Larrivé. Bien sûr, allez-y, avec un grand plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Ces deux petites phrases intéressantes, je voulais vous les soumettre. Nous sommes face à une situation qui va durer, c'est ce que nous dit le haut-commissaire aux réfugiés à l'ONU. La durée, d'autres réfugiés arriveront. Et puis Laurent Fabius qui soulignait que si tous les réfugiés finissent par rester en Europe, disait-il, c'est sur RTL, pour citer ma source, cela signera la victoire de l'État islamique. Question simple, ces réfugiés que nous accueillons, Guillaume Larrivé,
on les intègre, on les accueille, on les intègre, ou ils sont voués à revenir dans leur pays? C'est une question fondamentale. Lorsque Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, a évoqué cette notion de réfugié de guerre, la majorité lui est tombée dessus, comme d'habitude, expliquant que tout était de sa faute. La vérité, c'est que ce statut de réfugié de guerre, il existe dans le droit positif. C'est ce qu'on appelle techniquement, Madame Rodier, la protection temporaire, du fait d'une directive de 2001, temporaire, du fait d'une directive de 2001 que nous avons transposée dans une loi de juillet 2006. Donc il repart. Et par ailleurs, il existe la protection temporaire qui, elle, existe depuis la loi du 10 décembre Guillaume Larrivé, sans être trop long, il reste 5 minutes. Quand on voit ces réfugiés chrétiens d'Irak qui s'installent, ils n'ont pas envie de repartir dans leur pays. Arnaud Ardouin, c'est qu'il faut que l'avenir de la Syrie se construise dans une Syrie en paix avec les Syriens. La question de ce fond, c'est qu'il faut qu'en Orient, il y ait encore une présence vivante de chrétiens et qu'en effet, nous soyons capables, pendant une période provisoire, de leur tendre la main et d'en accueillir un certain nombre pour éviter qu'ils se fassent massacrer par les barbares islamistes de Daesh. Mais en effet, il faudra aussi préparer leur retour. Moi, je ne souhaite pas, et je m'arrêterai là, je ne souhaite pas que nous organisions l'installation et le transfert durable en Europe d'une partie de la population du Moyen-Orient. Claire Rodier, votre position logistique, parce qu'il y a ce débat, il y a ces réfugiés de guerre, des gens qui fuient les bombes, qui fuient les massacres. Est-ce qu'ils sont voués un jour à revenir, ou est-ce que par l'installation, leur intégration en France, ils vont rester en France? Je dirais que c'est leur histoire, comme toutes les migrations nous en montre l'exemple. Cet argument que j'entends me fait un peu froid dans le dos, parce que c'est comme si on avait dit il ne faut pas que les Juifs quittent l'Allemagne, parce que ce serait la victoire de Hitler de les avoir fait partir. Je crois qu'on les accueille aujourd'hui. C'est une argumentation choquante. Pardon. Je suis très choquée par ce que j'ai entendu, à plusieurs égards aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ceux que nous accueillons, nous les accueillons pour aujourd'hui. Nous ne devons pas calculer. Nous ne devons pas calculer quand nous devrons les renvoyer. Nous devons les accueillir, nous devons les intégrer. Ils s'intégreront. Donc ne commentons pas. Ils s'intégreront comme se sont intégrés tous les flux migratoires depuis. Vous n'avez pas peur de faire peur aux Français, ceux qui disent attendez, on peut plus, c'est pas possible? Je pense qu'il vaut mieux être lucide et ne pas mentir aux Français. Et je pense que c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques de leur parler clairement, plutôt que de leur faire croire qu'on peut casser l'Europe de Schengen, qu'on peut en 2 jours mettre tout le monde autour de la table et résoudre les problèmes du jour au lendemain, qu'on peut aller tirer sur Daesh et qu'on va y arriver. Je crois que pas du tout. Parlons-en, mais parlons-en en toute lucidité et en toute honnêteté. Et je n'ai pas beaucoup entendu ce discours honnête de la part des responsables politiques depuis qu'on parle de cette pseudo-crise migratoire qui n'est pas une crise. On est parti du chaos, on est sur une pseudo-crise. C'est une crise humanitaire. Vous êtes très éloignés l'un de l'autre. Crise migratoire. Qui implique tout le... Marilyn Beaumard. La question de la durée, vous êtes une journaliste, vous suivez ces migrants, vous suivez aussi le travail du gouvernement. Moi j'ai quand même lu votre article aujourd'hui avec les préfets qui ont donné l'ordre de... Les préfets, Bernard Cazeneuve qui donne des ordres à cet homme qui va sur le terrain, Kléber Alouf qui est chargé justement d'aller... Est-ce qu'on se destine à intégrer sur la durée ces réfugiés, ou est-ce qu'on est dans une situation un petit peu délicate là? Alors, on est un peu dans une phase d'entre-deux, je dirais. La mission de Kléber Alouf, c'est déjà de faire émerger plus d'offres de logements, plus d'offres pour qu'on puisse... Ça a l'air compliqué, dites-vous dans l'article. Bien sûr, mais les choses sont jamais simples. Donc c'est déjà une gestion... je ne dirais pas de l'immédiat, mais en tout cas du temps court. Sur l'installation ou non des réfugiés, quand on a une carte de réfugié, on peut rester 10 ans. Quand on a la protection subsidiaire dont parlait M. Larrivé, on peut rester 1 an. Donc voilà, après bien sûr les choses se renouvellent et puis oui, comme disait Claire Rodier, les gens font leur vie. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas simples et c'est vrai que les préfets là sont mobilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... C'est vrai, une montée de la mobilisation des maires. Il y avait quand même beaucoup de monde samedi matin autour de Cazeneuve, tout à fait. 600 maires en plus avec des vraies questions. Moi j'ai entendu des questions financières, d'inquiétude aussi. Oui, bien sûr, mais pas que. J'ai entendu aussi des maires ruraux de toutes petites communes qui disaient, nous on se pose vraiment la question de
est-ce qu'on aimerait recevoir, mais est-ce qu'on est capable de recevoir? Est-ce qu'on a autour de nous toute cette offre qui va permettre qu'on intègre les gens, qu'on leur enseigne le français et qu'on fasse toutes ces choses-là? Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et c'était réellement intéressant. Il y avait réellement une générosité dans ce questionnement. La France a son histoire. L'accueil est possible si le chômage baisse, si les logements poussent et si les impôts baissent, nous disent Twittos comme ça, de manière à la fois un peu humoristique, grinçante. Non, il y a un peu de comme ça. L'accueil, il est possible dans les conditions et à la condition que l'on explique pourquoi on le fait. Alors là, à votre question, est-ce que ces familles doivent à un moment ou à un autre retourner dans leur pays d'origine? Je pense que quand on les questionne, parce qu'elles n'ont pas choisi de quitter leur pays, qu'elles l'ont quitté dans des conditions que chacun connaît, elles peuvent souhaiter retourner dans leur pays. Mais pour ça, il faut, on va trouver au moins sur la fin de l'émission presque une position commune avec mon collègue de l'Assemblée. Il faut traiter cela sur le plan géopolitique et international pour permettre les conditions de ce retour et donc du retour à la paix dans les pays comme en Syrie et en Irak. Ensuite, moi, la question que je pose, c'est pas tout de dire j'accueille. J'ai voulu le faire dans des appartements pour que ce soit dans des conditions tout de suite appropriées pour ces familles et leurs enfants. Après, il faudra, si ça dure 10 ans, si ça dure 15 ans, que l'on soit là pour accompagner cette intégration citoyenne, comme ça a été le cas dans l'histoire de ce pays à maintes reprises. On n'invente pas. Le Figaro est très sévère aujourd'hui en expliquant le coût exorbitant de ces réfugiés. Là aussi, vous confirmez ce que j'ai lu dans les colonnes du Figaro, le coût important pour la collectivité. Est-ce que là aussi, il faut un langage de vérité? Ce qui est certain, c'est que la capacité d'accueil, la capacité budgétaire, la capacité financière n'est pas illimitée. C'est une réalité. Ce n'est pas ne pas avoir de cœur que de le dire et de le reconnaître. Plus on devra accueillir un certain nombre de réfugiés de guerre, plus on devra aussi se donner les moyens de réduire un certain nombre de flux d'immigration, de réduire le regroupement familial, de réduire l'immigration familiale qui a augmenté depuis 3 ans de près de 14%. Ça aussi, c'est une réalité chiffrée que n'a pas contesté Bernard Cazeneuve lors de notre dernier échange à l'Assemblée. Et là, c'est aussi une vraie différence entre le Parti socialiste et nous, le Parti républicain. C'est l'une des vraies différences. C'est que nous pensons qu'il faut une politique de diminution de l'immigration vers la France et notamment une diminution du regroupement familial. Claire Rodier, accueillir les réfugiés de guerre est une évidence, les ramener dans leur pays d'origine une fois la paix de retour en est une autre, nous disent Twittos. Voilà l'idée comme ça d'un juste équilibre. Pour parler de coût, l'Europe a dépensé 13 milliards d'euros depuis le début des années 2000 pour renforcer ses frontières et pour empêcher l'immigration dite clandestine. Aujourd'hui, elle parle de crise migratoire. Est-ce que ces 13 milliards d'euros ne pourraient pas être utilisés pour intégrer, pour accueillir et pour respecter le droit international que M. Larrivé semble vouloir faire exploser? Visiblement, c'est dans le programme des Républicains. Non, c'est pas. Vous allez vous revoir après l'émission, j'en suis sûr. Des modifications juridiques. Mais je vous confirme que les Républicains ne sont pas le GISTI. Ne sont pas le GISTI. Voilà, vous l'avez indiqué dès le début de l'émission. Luc Carvounas, merci, sénateur socialiste du Val-de-Marne, parce que j'ai dit une bêtise. C'est pas grave. Voilà, du Val-de-Marne, c'est important. Paris, donc. Maire d'Alfortville, et vous l'avez évoqué à l'occasion de cette émission, l'accueil à travers 5 appartements, c'est un début en tout cas de réfugiés. Merci à Guillaume Larrivé, député de Lyon, des Républicains, avec cette réunion sur l'immigration menée par les Républicains mercredi matin. Nous avons une demi-journée de débat. On aurait voulu faire une journée complète, mais le Premier ministre, mais au même impossible, moment, mais un débat. À l'Assemblée merci à Marine Baumard du Monde et merci à Claire Rodier du GISTI. Puis demain, ne manquez pas nos programmes parce que c'est important. Je sais que vous êtes des fidèles de Politique Matin. Il y aura Luc Châtel, vous serez devant votre poste, Guillaume Larrivé. Luc Châtel des Républicains, peut-être pour parler éducation. Il ne sera peut-être pas dans ce poste, mais vous serez très nombreux à regarder Politique Matin de Brigitte Boucher. Demain, on s'intéresse à la Syrie, puis mercredi, on reviendra sur ce débat ici à l'Assemblée, évidemment autour des réfugiés, puis des institutions, des centres d'accueil, les CADA. On en parlera demain, c'est la Syrie. Venez nombreux parce que c'est évidemment un sujet qui est très lié au débat de ce soir. J'ai été ravi de vous retrouver et je serai là demain soir, j'en suis sûr. Bonne soirée, à demain.